Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, la littérature jeunesse à l'honneur autour du formidable ouvrage que publie chez Gallimard Jeunesse Clémentine Beauvais. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche des Maguesselles. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité dans les kiosques et programmes de français. Les Fleurs du Mal de Baudelaire font la une du magazine Virgule. L'heure de la récré, toujours avec Emma, quand les profs font des niches à leurs élèves. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier et son cours particulier. Direction la Suède de la seconde moitié du 19e siècle à la rencontre d'Hélène Key, autrice à l'époque d'un best-seller intitulé Le siècle de l'enfant. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Je vous donne aujourd'hui un petit conseil d'amis. Si vous ne prenez pas la littérature jeunesse au sérieux, vous évitez de le dire à Clémentine Beauvais. Il y a 3 raisons au moins à cela. D'abord, elle-même en écrit de très belles factures. Ensuite, elle l'enseigne à l'université, qui plus est au pays d'Harry Potter, autant dire qu'elle la connaît mieux que quiconque. Et puis enfin, et peut-être surtout, elle risque de vous rabattre le caquet avec un humour redoutablement efficace, autant de qualités qui irriguent le formidable manuel qu'elle publie chez Gallimard Jeunesse. Il est intitulé « Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture ». Et j'en conseille la lecture non seulement à celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'écriture, mais aussi à tous les parents et à tous les professionnels de l'éducation. Clémentine Beauvais, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Votre rencontre à vous avec la littérature jeunesse, elle s'est faite en 2 fois, enfants et adultes, et c'est pas une question neutre. En fait, j'ai eu de la chance que ça se refasse en adulte. J'avais déjà de la chance que ça soit passé quand j'étais petite, parce que finalement, tout le monde n'a pas la chance de lire de la littérature jeunesse enfant. Et moi, ça a été le cas, et c'était vraiment, j'étais vraiment la lectrice super passionnée, qui relit le même bouquin, qui rigole toute seule dans sa chambre, etc. Et après, à l'âge adulte, ce qui s'est passé, c'est qu'en dernière année de licence, j'ai fait un module en théorie de la littérature jeunesse. Et là, j'ai eu une espèce de seconde lecture, de relecture, non seulement de livres en particulier, mais aussi de toute la littérature jeunesse en tant que catégorie littéraire, avec des problématiques beaucoup plus philosophiques, sociologiques. Et avec votre œil d'étudiante qui était capable déjà d'aller chercher des problématiques et de se dire, analyser, etc. Un œil critique pour dire les choses. Alors si je disais que la question n'est pas neutre, et c'est un des premiers points que vous abordez dans le bouquin, c'est que vous dites qu'il n'y a rien de plus dur que de lire un livre jeunesse avec des yeux d'adultes. En fait, c'est très facile, entre guillemets, de se dire on va lire un livre jeunesse pour retrouver son enfance. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, ça. Vous mettez le temps. Et donc, à chaque fois, quand les gens ils disent ça, je dis mais tu vas pas pouvoir, chérie, ça va pas marcher comme ça. Par contre, d'essayer de lire la littérature jeunesse en ayant un peu cette double position, en se disant qu'est-ce qui me parle à moi en tant qu'adulte, c'est-à-dire en tant qu'être humain, finalement, qu'est-ce que j'ai en commun avec l'enfant qui va lire ce texte, et aussi qu'est-ce que j'ai de différent de cet enfant qui va lire ce texte, pour pouvoir la comprendre avec ce décalage supplémentaire-là. Et ce qu'on a de différent, c'est déjà des lectures qui se sont intercalées, peut-être une formation littéraire ou culturelle qui va poser ses propres modèles théoriques, etc. Et donc, on développe une lecture qui est complètement différente et qui, pour moi, se cultive. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lecture, de saisissement un peu intuitif de cette littérature jeunesse. Et ensuite, il y a un saisissement plus charpenté, plus calculé, qui va aussi en extraire des beautés particulières. La frontière entre un livre jeunesse et un livre pas jeunesse, qui la trace ? C'est tout un tas d'acteurs qui ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font. Il y en a, on dirait qu'ils sont très conscients, ça peut être des éditeurs, des auteurs, autrices, etc. Mais il y a aussi, moi je dirais, presque plus important, c'est toute la société, parce qu'en fait, le concept d'enfance, c'est une construction. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais simplement que c'est co-construit au fil des siècles. Vous le savez très bien ici, je pense, par différents modes d'éducation, des approches culturelles de l'enfance, des approches sociologiques des enfants, politiques, etc. Et donc, quand un livre naît dans une culture, il est imprégné évidemment de tout ça, de toute cette idéologie-là. Et l'idéologie de l'enfance qui imprègne la littérature jeunesse, parfois elle est changeante. Parfois, elle est très similaire. On peut avoir des visions de l'enfant qui sont très similaires de celles qu'on avait au Moyen-Âge et d'autres qui sont radicalement différentes. Donc, un livre jeunesse, il va naviguer ces différences-là au fil des siècles. Parfois, il change de catégorie, d'ailleurs, par exemple. En fait, je pense que, d'une certaine manière, il y a plein de livres qui ont été publiés, donc des livres jeunesse, des tout premiers livres jeunesse qui ont été publiés, par exemple, au XVIIe, XVIIIe siècle, qui, par définition, ne peuvent plus parler aux enfants d'aujourd'hui parce que déjà, il y a la question de la langue est trop compliquée. Ça ne veut pas forcément dire, en fait, que s'ils n'étaient
n'était pas adapté ou simplifié, disons, pas du tout au sens péjoratif du terme, hein, mais adapté à un auditoire contemporain, il ne résonnerait pas de la même manière. Mais ça peut arriver. Et puis, il y en a d'autres qui continuent vraiment, qui passent l'épreuve du temps de manière très forte. Des gens comme la comtesse de Ségur, des gens comme tout ce qu'on appelle l'âge d'or de la littérature jeunesse en Grande-Bretagne. Donc, on peut parler de tout ce qui est le vent dans les seaux, par exemple. Alors, Dickens, c'est controversé de savoir si c'est vraiment jeunesse, honnêtement. Mais on peut parler de tous les livres de Frances Hodgson Burnett, La Petite Princesse, Le Jardin secret. Ces livres-là, ils continuent à être lus énormément. Mais il y en a aussi en France, hein, de cette époque-là et un peu plus tard. Il y en a un qui est très emblématique, c'est Le Petit Prince. Le Petit Prince, il est très particulier. Ouais. Pour moi, il est vraiment unique en son genre, ce bouquin. Je ne suis pas complètement sûre d'avoir fini de décider si c'était jeunesse ou adulte. Et ça arrive très rarement. Il y a très peu de livres où je me dis que je ne peux pas décider. Celui-là, c'est particulier. Par contre, je dirais par exemple un bouquin comme Sans famille. Hector Malot. Hector Malot, je suis pas convaincue qu'il soit encore tout à fait jeunesse de nos jours. Pour moi, il a glissé en adulte. Donc ça peut se passer des deux côtés. Mais Sans famille et En famille, si les souvenirs sont bons. Il y en a deux, Sans famille et En famille. Sans famille est mieux qu'en famille. Là, vous parlez de souvenirs beaucoup trop anciens. Ils sont anciens chez moi aussi. La littérature jeunesse a ses propres dynamiques, ses propres formes, ses propres thèmes et motifs de prédilection, son esthétique propre, ses galeries de personnages, ses intrigues distinctes et distinctives, écrit Clémentine Beauvais. On la retrouve juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Comme la vie est bien faite, on va rester dans la littérature. C'est fantastique. Et une littérature qui parle aux jeunes, alors peut-être pas la prime jeunesse, mais qui parle beaucoup aux jeunes parce qu'on l'étudie à l'école. Vous rebondissez aujourd'hui sur le fait que le magazine Virgule, qu'on aime beaucoup, est dans les kiosques et qu'il y a un dossier consacré à un monument de la poésie française, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, incontournable des programmes. Et oui, et le magazine revient d'abord sur ce titre intrigant. Qu'est-ce que Les Fleurs du Mal ? Eh bien, Baudelaire l'explique dans son projet de préface du recueil, je le cite, « Des poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile d'extraire la beauté du mal. Les fleurs du mal, ce sont donc en fait comment de la souffrance, de la mélancolie, du spleen, de la tristesse, on peut faire naître le beau. Et le beau, chez Baudelaire, je cite, est toujours bizarre. On a donc déjà un petit aperçu de ce que nous réserve l'ouvrage, rien qu'avec le titre. Un ouvrage qui fait énormément parler de lui dès sa sortie. Et en cours, on apprend généralement qu'il y a eu un procès au moment de la parution des Fleurs du Mal. Exactement. L'odieux y coudoie l'ignoble. Le repoussant s'allie à l'infect. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Voilà qui est dit. C'est une citation, la critique, c'est une citation. La critique est signée Gustave Bourdin dans le Figaro en juillet 1857. Quelques jours plus tôt, la parution des Fleurs du Mal suscite un immense scandale. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre complètement immorale ? Le ministre de l'Intérieur signale au parquet que le livre représente un défi aux lois qui protègent la religion et la morale. Et on finit par saisir les exemplaires des Fleurs du Mal dans l'attente du procès. Un procès que Baudelaire est absolument persuadé de gagner. Mais il le perd. Eh oui, il était persuadé de gagner parce que quelques mois plus tôt, son ami Flaubert avait été acquitté, lui, pour son procès avec son roman Madame Bovary. Et non, là, Baudelaire le perd, il est condamné à supprimer 6 poèmes du recueil, à verser 300 francs d'amende, ce qui pour lui est beaucoup, parce qu'à l'époque, il est déjà criblé de dettes et va avoir des soucis d'argent toute sa vie. Alors finalement, il faut attendre la mort de Baudelaire pour que Les Fleurs du Mal aient le succès et la reconnaissance que le recueil a aujourd'hui. En dehors de la citation du Figaro, qu'est-ce qui choque à l'époque le plus ? Eh bien, je vous disais que Baudelaire voulait extraire le beau de ce qui est laid, si on peut le dire. Il va pas de main morte. On va prendre un des poèmes les plus connus, Une charogne. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Le poète évoque un animal mort en décomposition qu'il croise alors qu'il est avec sa belle en train de se promener, et le poème se finit ainsi. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Voilà, on fait du beau avec du lait, on transforme une charogne. Vous me permettez une petite césure à l'hémistiche, comme on dit en versification. Allez. Vous avez écrit, vous, sur... La charogne, une charogne. Oui, j'ai écrit exactement un roman qui prend le point de vue de la charogne, qui raconte son histoire, qui explique comment elle s'est retrouvée là, par terre, les jambes en l'air, comme une femme lubrique.
Sorti il y a un an, c'est ça? Ouais, il s'appelle Décomposé. Décomposé, c'est aux éditions de l'Iconoclaste. On est mieux que virgule, vous voyez, on donne de l'argent en plus. Et maintenant que la césure et l'hémistiche est terminée, on va revenir aux fleurs du mal pour dire que tout est provocation en fait dans l'ouvrage, pas seulement une charogne. Mais exactement. D'ailleurs, Les Fleurs du Mal, c'était pas le premier titre que Baudelaire voulait donner. Il aimait bien les lesbiennes, un titre pétard, comme il le disait lui-même. Il voulait choquer les bourgeois et dénoncer leur hypocrisie. Mais Les Fleurs du Mal, ce sont surtout de nombreuses prouesses poétiques. L'ouvrage est une allégorie à lui tout seul, c'est-à-dire la représentation d'une chose de manière symbolique. Le monde extérieur devient le symbole des sentiments intérieurs de Baudelaire. La nature le reflète ses états d'âme. Les objets qu'il décrit, des doubles de lui-même. Il est aussi adepte de la synesthésie, c'est-à-dire le fait de montrer les correspondances entre des domaines sensoriels différents. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. On termine par une petite lecture. Il faut le faire entendre, Baudelaire. Allez. Vous voulez lire un peu avec nous? Bah oui, L'Albatros, on y va, vous le plus commencez. connu. Hop, si vous connaissez peut-être par cœur, vous prenez la première strophe, on fera la dernière tous ensemble. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant, l'infirme qui volait. Et la dernière, on l'a fait tous les trois ensemble. Allez, le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Merci Clémentine. Merci Emma. Avec plaisir. On se retrouve pour la récré. Et je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Si jamais vous vous sentez une âme de poète, vous pouvez envoyer votre poème au magazine Virgule, qui vous met donc au défi d'en écrire un. Vous pouvez l'envoyer à rédaction@virgule-mag. Et si vous vous sentez une âme de romancier ou de romancière, vous lisez et vous utilisez, parce que c'est un manuel en fait. Il y a toute une intro très, pour le coup, qui parle vraiment à tout le monde sur ce que c'est que la littérature jeunesse, sa vie, son œuvre. Mais il y a aussi il y a des exercices à faire pour devenir un romancier ou une romancière jeunesse. On retrouve Clémentine Beauvais, Grand Oral. Car ce livre est un 2 en 1. C'est à la fois un essai érudit, subtil, et ce qui ne gâche rien, souvent drôle, sur la littérature jeunesse. Et puis c'est ce manuel qui accompagne pas à pas celles et ceux qui voudraient se lancer. Il vient donc de sortir, c'est chez Gallimard Jeunesse. On parlait des différences entre la littérature jeunesse et la littérature vieillesse. Non, la littérature non jeunesse. Je ne sais plus comment vous l'appelez d'ailleurs. Vous dites il y a un terme qui vous énerve. Non, c'est pas que ça m'énerve, mais c'est qu'on dit la littérature générale. C'est ça, voilà. C'est de la littérature particulière, la littérature adulte, vous voyez ce que je veux dire? Parce que par définition, elle exclut des gens, alors que la littérature jeunesse, elle exclut pas grand monde. Absolument. Il y a néanmoins des genres communs avec la littérature adulte, comme le polar, la science-fiction, mais il y a aussi des genres très spécifiques à la jeunesse, ou plus fréquents dans la jeunesse. Ouais, il y a des genres très spécifiques. Alors, évidemment, par exemple, l'histoire du soir. Il y a peu de livres pour adultes où ça se termine en disant... Et maintenant, ferme les yeux, Emmanuel, tu vas t'endormir. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça marche super bien. Ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est un genre particulier, l'histoire du soir. Le livre de bain existe peu sous des déclinaisons adultes. Cela dit, en faisant un peu de recherche, parce que ça m'intéressait, j'ai vu qu'il y avait des maisons d'édition qui avaient fait des livres de bain pour adultes, un peu très adultes, on va dire. Voilà. Très adulte. C'est pas le même principe. Mais il y a aussi des genres qui existent un peu dans les deux. Donc il y a la fameuse school story, l'histoire scolaire, qui évidemment existe aussi en adulte, mais en jeunesse, c'est un genre immense, qui prend généralement place sur toute une année scolaire, avec des tronçons en trimestre, avec le départ pour une école, le retour de l'école, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout un tas de livres qui viennent à l'esprit, avec des dynamiques de pensionnat, de machin, de trucs. L'histoire animalière, de manière très intéressante, elle n'aura pas du tout été historiquement nécessairement seulement jeunesse, loin de là, mais elle s'est ensuite vachement spécialisée en jeunesse. On avait l'histoire de poney, l'histoire de chien, la biographie de cheval, et ces derniers temps, elle revient vachement en adulte. Donc j'ai utilisé 2 fois vachement en parlant d'histoire animalière pour adultes. C'est pas mal. C'est logique. C'est absolument logique, vous allez nous rendre chèvre. Dans les caractéristiques de la littérature jeunesse, les premières fois
Les premières fois sont très importantes genre en littérature en jeunesse. tant que tel. Alors, c'est pas vraiment, je dirais pas que le livre de première fois est un thème genre, courant, non, mais pardon. C'est un thème, Oui, c'est un thème très autant pour courant moi. dans toutes les littératures jeunesse, qu'elles soient pour les tout petits bébés jusqu'aux ados. Et c'est pour une raison très logique, qui est que le lectorat a pour caractéristique particulière par rapport au lectorat adulte d'expérimenter beaucoup de choses pour la toute première fois. Et cette espèce d'esthétique de la nouveauté qui est développée par la littérature jeunesse, pour moi, elle est très particulière parce que en littérature adulte, quand on présente des expériences nouvelles, elles sont presque teintées d'une sorte de nostalgie à venir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on va avoir un premier amour et c'est beau, c'est merveilleux, mais il porte presque en lui le fantôme d'une perte. Le paradis perdu est déjà là. Et pour moi, en littérature jeunesse, l'esthétique de la nouveauté est assez différente parce qu'on a une première fois vécu pleinement en tant que nouveauté gigantesque, intense, premier degré, ce qui n'est pas du tout une critique, encore une fois. Hein. Et donc, cette esthétique de la nouveauté est différente, pour moi, très souvent. Il y a aussi l'idée, dans la plupart des ouvrages de jeunesse, qu'il y aura un espoir, il y a une lumière au bout du tunnel. Oui, alors évidemment, il y a plein de gens qui ne seraient pas d'accord avec ça, mais n'empêche que ça a été une constante dans la manière. Il y a quelques contre-exemples aussi, mais là, on parle bien de grandes de dominantes. Ouais, l'espoir est très intéressant. C'est intéressant de voir qu'il était présent au tout début de la littérature jeunesse, qui pourtant était pas du tout du même genre, puisque c'était une littérature qui préparait les enfants à une mort possible et à être accueillis au paradis dans la meilleure des circonstances. Mais même ça, il y a de l'espoir dedans, vous voyez. Il y a très peu de livres jeunesse qui se terminent avec une espèce de désespoir absolu, de marasme total. La plupart, il y a quelque chose qui va relever ça. Et Mario de Muraille, que je cite dans le livre, dit il faut laisser une lumière allumée, on laisse une lampe allumée. Et je trouve que c'est très très vrai. Il y a quelque chose un livre jeunesse qui se terminerait sur la noirceur la plus totale, on aurait du mal à le reconnaître comme un livre pour enfants. Ouais. Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns, ils sont assez controversés. Extincta, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Ah oui, je ne le connais pas celui-là. Il y a une œuvre de science-fiction sur le réchauffement climatique, donc c'est assez désagréable. Ceci dit, non, mais je me reprends, oui, on peut y lire une forme d'espoir à la fin, je ne vais pas spoiler. Je n'ai pas spoilé. Les séries aussi, beaucoup de séries en jeunesse, vous parlez d'ailleurs de Mario de Muraille, alors elle fait des séries un peu particulières d'ailleurs, il y a le dernier tome. Sauveur et Fils qui vient de sortir, de Sauveur et Fils. C'est trop bien. Il est très particulier, Sauveur et Fils. Parce qu'en fait, Sauveur et Fils, pour moi, c'est de la jeunesse. Enfin, c'est de la jeunesse. C'est publié en jeunesse. Enfin, il y a plein de choses. Il y a énormément de personnages jeunes à l'intérieur. Mais c'est presque... Ça adopte tellement un ton de série, presque sa série Netflix, dans son traitement. C'est tellement intergénérationnel dans ses personnages qu'il y a une espèce d'élasticité de Sauveur et Fils qui le rend difficile à cataloguer. Et c'est absolument... Finalement, ce découpage par tranche d'âge, c'est quoi ? C'est les éditeurs qui le font, les auteurs un petit peu ? C'est tout le monde. Moi, je suis assez pour une responsabilité partagée dans ce crime, qui n'en est pas un. Et je trouve que c'est bien, enfin, tant mieux. En fait, il faut revendiquer le fait qu'il y a tout un tas d'acteurs qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas grand-chose à se dire et qui mettent tout ça en commun. Et ça inclut aussi... Vous voulez dire à la fois l'auteur, l'autrice, le lectorat, les médiateurs, médiatrices, les gens du marketing dans la maison d'édition, libraires, etc. Ouais, bien sûr. Et on range. Écrit-on pour les enfants ou les adolescents comme on écrit pour les adultes ? Comment construire une intrigue, inventer des personnages, captiver jeunes éclairs et jeunes lectrices et voir ces textes publiés ? Voici quelques-unes des questions auxquelles répond Clémentine Beauvais dans Écrire comme une abeille. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une citation, c'est de la boxe, Écrire comme une abeille. En fait, c'est une citation de Philippe Pullman, immense auteur jeunesse, qui la reprend de Mohamed Ali et qui dit, donc Philippe Pullman dit... lui, il dit lire comme un papillon, écrire comme une abeille. Comme une abeille. Voilà. Et la littérature Mohamed comme art Ali, martial. Cassius Clay, c'était pour donner des coups de poing. On se retrouve juste après la récré. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Vous nous mettez en mode fin d'année scolaire. Et oui, et qui dit fin d'année scolaire dit forcément le moment où les profs décident d'être un peu sympas et de faire des activités ludiques, ça c'est avec vous. rigolotes. Ils attendaient pas la fin de l'année pour être sympas avec moi. D'accord. Mais en tout cas, à la fin de l'année, on fait des choses un peu ludiques. Vous ludiques. enseignez d'ailleurs à l'université en Angleterre. Nous, on n'a pas de récré, nos élèves. Ouais, d'accord, mais vous êtes sympa comme prof. Pas de récré ? Ouais, moyen. Je me disais aussi, continuez. Alors, prof sympa, ça va nous faire du bien. Donc voilà, ils croient qu'ils font faire des activités sympas à leurs élèves, sauf qu'en réalité, pas vraiment. Regardez. Quand les profs essaient de faire plaisir aux élèves en fin d'année. Allez, s'il vous plaît, je sais que c'est le dernier cours, on reste calme, on va regarder un film. Trop bien. Oui. Ouais, trop bien, trop cool. J'avais envie de vous faire plaisir, donc du coup, j'ai pris un documentaire sur l'histoire de France. Sérieux, lui ? Un documentaire ? Hashtag déception. On peut pas regarder un film cool, je sais pas, genre Les Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie. C'est plus intéressant, on va s'intéresser à l'histoire de France pendant 1h30. On s'en fout.
pour vous faire plaisir pour ce dernier cours, on va faire un petit caout. Vous adorez ça, je sais. J'ai trop bien caout, on peut faire un caout sur Disney. Bon, on va pas faire un caout sur Disney. Non, sur le sport, je sais pas, sur le foot. Non, je vais pas vous poser des questions de foot. Je vais préparer un quiz de physique chimie. Allez. D'accord? Allez, 20 questions, c'est Mais parti. non, mais Ça va être monsieur, génial. pas le dernier jour. Ouais, du coup, il y a le goûter aujourd'hui, monsieur. Oui, je vous avais dit qu'on ferait un goûter, mais on ferait un goûter les 10 dernières minutes, puisqu'avant j'ai préparé une petite activité documentaire. Super sympa, vous allez voir. Voilà. Plus vrai que nature, hein, c'est un vrai. C'est un vrai prof de physique-chimie. C'est ça qui est Il y a excellent. que ça pour inventer. Un prof de Voilà. physique-chimie qui se moque de ses collègues d'histoire. Hein. Exactement. Il va avoir Oh des là là. ennuis. Ouais. Il va avoir des ennuis. Emma, merci. Merci. Grand oral, Clémentine Beauvais. Suite de notre exploration de la littérature jeunesse avec Clémentine Beauvais, autrice alors d'abord de romans pour les jeunes, pas que pour les jeunes non plus, puisque vous citiez à l'Iconoclaste, c'était un roman Désemparé qui est en littérature dite J'aime générale. bien que vous l'appelez désemparé, c'est décomposé, mais Décomposé. j'aime beaucoup désemparé, Ah, Désemparé. parce que je suis assez désemparée d'avoir publié pour les adultes, je vous confirme. Non, mais la charogne n'est pas tellement désemparée, elle est quand même beaucoup plus décomposée. Voilà. Ou décomposée. Et surtout, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, écrire comme une abeille, la littérature jeunesse. Maintenant, je me sens obligé de lire vraiment lettre à lettre. La littérature jeunesse, de la lecture à l'écriture chez Gallimard Jeunesse, qui vient de sortir. La bonne littérature jeunesse, écrivez-vous, est à la fois simple et complexe. Qu'est-ce que... Mais en fait, c'est un truc que j'ai remarqué avec mes étudiants en module de littérature jeunesse. Quand on leur dit quelle est la caractéristique de la littérature jeunesse, ils disent tous c'est simpliste. Et en fait, ils ne le voient pas comme péjoratif. Et je pense que le mot qu'ils cherchent, c'est simple. Simple, c'est une bonne chose. Simpliste, c'est pas une bonne chose. Simpliste, ça aplatit. Mais simple, c'est une bonne chose dans la mesure où ça va vers le fondamental, en fait. Et il y a quelque chose de la littérature jeunesse qui est dans l'expression simple, fondamentale, parfois archétypale. Encore une fois, archétype, c'est une bonne chose, stéréotype, pas bien, archétype, bien. De sentiments et d'émotions et d'impressions qui sont, elles, d'une grande complexité. Donc, on peut, par exemple, exprimer des choses très fondamentales et très complexes de la tristesse, de l'abandon, etc., à travers un livre pour bébés sans parole. Et ça, c'est très important en littérature jeunesse, cette tradition-là. D'ailleurs, on ne l'a pas encore mentionné, dans les caractéristiques de la littérature jeunesse, il y a la place de l'image. Et ce que ça signifie aussi en termes de récit, parce qu'il y a un double récit qui se joue entre le texte, l'image. D'ailleurs, Célie Luton, notre libraire unique et préférée dans cette émission, qui fait les chroniques tous les vendredis, insiste souvent sur l'importance de ce double récit. Ouais, oui, et puis elle a bien raison, parce que c'est vrai qu'en album, la caractéristique de l'album, telle qu'on la théorise, c'est qu'il y a une espèce de narration qui se dégage d'un double narrateur, un narrateur verbal et un narrateur visuel, qui, au cours d'un album, les deux narrateurs vont parfois très bien s'entendre et dire exactement la même chose, parfois dire des trucs complètement opposés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a des petits lecteurs, lectrices de 3, 4, 5 ans qui, faisant face à ça, le texte et l'image qui parfois ne sont pas du tout d'accord, vont construire dans leur tête la narration de synthèse en fait, de ces deux récits-là, en remplissant eux-mêmes les décalages interprétatifs du texte. C'est une opération mentale qui est extrêmement extraordinairement complexe. Ouais. La littérature jeunesse, vous y êtes très attaché, ça je veux absolument qu'on le dise, parce que nous aussi on y est très attachés de cette façon-là. Pour vous, c'est une littérature, c'est de l'éducation à la littérature. C'est-à-dire que plus on lit, plus on fait lire la littérature jeunesse aux enfants, et plus ce seront des lecteurs matures, critiques, et peut-être tout bêtement aussi des gens qui ont du plaisir à lire quand ils seront adultes. Oui, c'est très important pour moi, parce qu'on dit souvent que la littérature jeunesse, c'est une éducation à la société ou au comportement, ou alors que c'est une éducation à la lecture, l'alphabétisation. Mais en réalité, c'est surtout une éducation à ce que c'est que cet art très étrange qu'on appelle la littérature, qui consiste à raconter des histoires, faire apparaître des mondes entiers avec des mots. Et la littérature jeunesse fait ça, c'est même sa mission première. Et quand on dit, par exemple, capacité complexe de compréhension littéraire, on a tout un tas de choses. Par exemple, l'opération de comprendre ce que c'est qu'un narrateur non fiable, des expérimentations formelles qui vont faire des choses avec la langue pour la rendre non transparente, pour la rendre composée, artificielle. Et ces choses-là, la littérature jeunesse le fait, et donc elle prépare un lectorat qui trouve du plaisir dans des opérations littéraires complexes. Ça me paraît très important. Oui, parce qu'en fait, c'est pas seulement que ça fait travailler l'imaginaire, mais ça fait aussi travailler une forme de plaisir littéraire sophistiqué. On peut trouver du plaisir dans quelque chose qui demande justement cet effort-là, et la littérature jeunesse le fait. Il y a plein de livres extrêmement complexes, et si on apprend aux enfants à trouver du plaisir dans ces lectures-là, qui sont pas immédiatement transparentes, etc., eh ben, on va créer des lecteurs qui justement veulent être challengés là-dessus. Voilà, et comme ça, on passe de la littérature jeunesse à décomposer
Mais je veux bien qu'on continue aussi à lire des Via Alpes. Baudelaire. Vous restez avec nous. On va accueillir Marie-Olivier pour son cours particulier. On va voyager un petit peu du côté de la Suède. Emma, merci beaucoup. Merci. Marie-Olivier, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Marie-Olivier, cours particulier, découverte de pédagogie. On voyage souvent dans le temps ou dans l'espace. Là, on fait les deux à la fois puisqu'on part en Suède et on remonte à la fin du 19e. Avec Exactement. Hélène Key. Hélène Key, qui était écrivaine, conférencière, enseignante et qui a publié des ouvrages sur l'éducation qui ont très vite eu une résonance internationale. Hélène, c'est une femme engagée, à la plume vivace, qui a écrit sur des sujets qui sont sociétaux de son temps, comme l'art, la religion, la politique, la paix, mais aussi le droit de vote des femmes et l'éducation. Elle est suédoise. Quelle est son histoire? Oui, alors elle naît en 1849 dans le domaine de Småland, donc c'est au sud de la Suède, et elle a une enfance heureuse au cours de laquelle elle s'épanouit entre indépendance morale et activité physique dans la nature environnante. Et en fait, elle est marquée par cette enfance dans un havre de paix naturelle, et c'est peut-être cela d'ailleurs qui la fera écrire plus tard sur la beauté comme élévation morale dans La beauté pour tous qu'elle publie en 1899. Elle acquiert aussi, ai-je appris tout récemment, très jeune, une indépendance morale. Oui, Ce que vous elle m'expliquez. est indépendante d'esprit très tôt. Ouais. Il faut dire qu'elle est vraiment élevée dans un environnement familial propice. Sa mère laisse ses enfants se développer selon leur goût, selon leurs compétences. Et son père, homme politique, leur transmet une culture érudite, même s'il est très ferme. Il est très ferme parce que parfois il appliquait des châtiments corporels aux frères d'Hélène. Et ça a marqué la jeune fille. Forcément, ça va peut-être d'ailleurs influencer ses écrits ultérieurs. Elle étudie pas la pédagogie tout de suite pour autant. Pas tout de suite, ouais. Elle est très douée dès le plus jeune âge, donc elle est influencée par de grands penseurs de différents pays. Par exemple, enfant, elle lit Goethe. Elle a des gouvernantes de Auteur de littérature jeunesse extrêmement célèbre. Voilà. Elle a aussi des gouvernantes de différentes nationalités, donc ça lui ouvre encore plus l'esprit. Et elle suit des cours dans une école privée à Stockholm. Puis elle va dans une école pour femmes adultes, tout en étant secrétaire de son père, qui était politicien en parallèle. Mais elle a aussi étudié toute seule pendant longtemps. Donc ouais, elle ne suit pas elle-même une éducation très institutionnalisée. Oui, c'est ça. Pour l'époque, elle est relativement indépendante et ça a sûrement aussi une influence sur sa pensée et sa vision de l'éducation. Elle devient enseignante en 1880 à Stockholm dans une école privée pour jeunes filles. Puis elle donne des cours d'histoire, de littérature et d'art à l'Institut des travailleurs de la capitale suédoise. Voilà, une vie bien chargée parce qu'en même temps, elle a des engagements politiques et elle publie. Exactement. En parallèle de son poste d'enseignante, elle écrit surtout sur le féminisme et sur l'éducation, je vous le disais. Et ses ouvrages sont remarqués dès 1870. Elle acquiert par exemple une grande reconnaissance avec son livre De la liberté de parole et d'édition, qui est publié en 1889, mais aussi dans le domaine de l'éducation, Le siècle de l'enfant, qui apparaît au seuil du XXe. Voilà, et c'est là qu'elle expose sa théorie de l'éducation. Oui, c'est ça, exactement. C'est une vision de l'éducation qui fait grand bruit, parce que qui est critiqué pour ses idées qui sont parfois jugées utopiques ou radicales. Et en fait, elle est traumatisée, elle écrit sur l'éducation parce qu'elle est traumatisée par les asiles. Donc les asiles, c'est les Vous en aviez parlé, c'était les endroits, les salles d'asile. Exactement, où les enfants abandonnés se retrouvent et qu'elle a visité à travers l'Europe. Et en fait, il y règne là-bas une grande brutalité qu'elle ne supporte vraiment pas. Et donc, selon elle, l'éducation doit trouver un juste milieu entre épanouissement personnel et intérêt collectif. Épanouissement personnel, ce qui va renvoyer, enfin ce qui plonge ses racines chez Rousseau, renvoie sur Montessori. Oui, exactement. On est entre les deux. Elle partage vraiment des idées rousseauistes, sûrement liées à l'enfance. Elle fustige, je cite, le dressage des enfants et les châtiments corporels. Et pour qui l'enfant doit vraiment évoluer dans un cadre d'autorité doux au sein de la famille, comme de l'école. Les mères ont un rôle particulièrement important à jouer dès le plus jeune âge, selon elle, et elle met aussi un point d'honneur à développer non seulement l'individualité, mais aussi l'altruisme chez les enfants. Donc il y a vraiment une dimension collective. Et ce livre, Le siècle de l'enfant, je le disais en tout début d'émission, rencontre un best-seller en fait, pour l'époque. Oui, exactement. Il est rapidement traduit en 13 langues. Ouais. Dans ce livre, elle prophétise que le XXe sera le siècle de l'enfant. Donc elle intègre à cette théorie aussi une forte dimension sociale, avec une intention toute particulière pour les enfants pauvres, dont il ne faut pas négliger, selon elle, l'éducation dès le plus jeune âge. J'avoue que je ne connaissais pas Hélène Key, je ne sais pas si vous connaissiez. Et ben maintenant que vous en parlez, je me souviens l'avoir étudié en licence. Ouais, c'est marrant, mais j'avais tout oublié, donc merci. Ouais, elle n'est pas très connue. Elle n'est pas très connue. Quelle est sa postérité alors, en dehors du fait qu'elle étudie en licence? Donc certaines de ses idées ne sont pas appliquées. Par exemple, elle prenait l'importance du foyer familial, donc l'importance que les enfants restent au sein du foyer comme premier lieu d'éducation, donc ça n'a pas forcément été appliqué en Suède. En revanche, elle a eu une influence sur le système scolaire suédois. Son ouvrage a aussi eu des retentissements en Europe, donc c'est sûrement pour ça que vous l'avez étudié en licence, mais aussi au Japon ou aux États-Unis. Et il y a un certain Stefan Zweig qui était l'un de ses admirateurs. Il la cite d'ailleurs dans Le Monde d'hier. Génial. Merci beaucoup, Marie, pour cette découverte ou cette redécouverte. Merci aussi, Clémentine, de nous avoir accueillis dans toute cette émission. Je précise, parce que je ne l'ai pas fait, j'ai insisté honnêtement sur toute la première partie du bouquin autour de
qu'est-ce que la littérature jeunesse, mais c'est vraiment un mode d'emploi absolument passionnant, super réussi, très drôle aussi par moment, sur comment on écrit un texte. Et vous avez voulu aller jusqu'à la publication, c'est-à-dire compris comment, est-ce qu'il faut connaître quelqu'un dans l'édition ou pas, voilà. Il y a beaucoup de questions quand on est auteur, autrice en général sur comment on se fait publier, donc je voulais vraiment qu'il y ait une partie très complète sur les trucs techniques, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour devenir publié? Voilà, si vous avez envie, c'est ce qu'il vous reste à faire. Vous le lisez, vous l'apprenez par cœur et vous faites tous les exercices qui sont recommandés. Merci donc à vous deux, merci aussi à toute l'équipe de l'émission, à Marine Plantec et puis en régie aujourd'hui à Aude Kini avec Emma Frari. Au maquillage, c'était Laure Audemont, au son Thibaut Gorille-Lafont, à la réalisation Raphaël Morel. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.